Donald Trump au centre d'une tentative de coup d'État selon une enquête parlementaire, le mode d'emploi des élections législatives qui soutiennent donc, je le rappelle, ce week-end, un géant des crypto-monnaies accusé de blanchiment d'argent ou encore le reste des actualités en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le week-end, ça fait plaisir, installez-vous confortablement ou restez debout, je sais même vous regardez cette vidéo dans le métro, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc rapidement avec un premier sujet, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, on en reparle donc aujourd'hui. Dimanche, c'est le premier tour des élections législatives, donc les élections des députés, et c'est une élection qui est très importante pour le fonctionnement de notre République. Petit rappel donc du fonctionnement de cette élection particulière et des enjeux. Alors d'abord, il faut savoir que la France est découpée en 577 territoires que l'on appelle donc des circonscriptions, et dans chaque circonscription, il y a environ 125 000 habitants qui élisent donc un député. Ces députés, ils sont élus pour 5 ans, et ils peuvent être d'ailleurs réélus autant de fois qu'ils le souhaitent, ce qui fait donc qu'on peut être député pendant 20 ans par exemple si on est réélu à chaque fois. Ce dimanche donc, en allant dans votre bureau de vote, et je le rappelle, il n'y a pas besoin de carte d'électeur, il suffit d'avoir une pièce d'identité, je vous donne des informations directement en description pour savoir où voter, etc. C'est très rapide. Il y aura donc le bulletin de vote de tous les candidats qui se présentent pour être le député de votre circonscription, avec en plus indiqué le nom du mouvement auquel il est associé, si jamais il est associé à un mouvement, donc si jamais il est proche d'Emmanuel Macron ou alors de la NUPES, donc l'alliance, la nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon, bref, pour pouvoir le situer politiquement. Mais le mieux évidemment, c'est d'être au courant de tout ça un petit peu avant, vous prenez le temps de regarder tout ça. Alors les deux candidats qui ont eu le plus de voix au premier tour sont qualifiés pour le second tour qui aura donc lieu le 19 juin. Il y a quand même une particularité par rapport à la présidentielle, c'est que au-delà de ces deux premiers candidats, et bien si un troisième candidat obtient plus de 12,5% des voix du total des électeurs inscrits dans la circonscription, et bien ce candidat peut se maintenir et donc peut décider de rester lui aussi pour le second tour. La conséquence, c'est qu'on peut avoir des seconds tours avec 3 candidats, voire même dans des cas extrêmes avec 4 candidats, et donc pour 3 candidats, on parle pour le second tour d'une triangulaire, alors que pour 4 candidats, on parle d'une quadrangulaire, effectivement, sachant que dans ce cas-là, pour être élu, s'il y a une triangulaire, il ne faut pas avoir plus de 50% des voix, il faut être tout simplement le candidat qui a le plus de voix. Mais alors à quoi servent donc ces élections? Ce sera dur de tout rappeler et résumer comme ça en quelques secondes, mais donc il faut quand même rappeler que la principale mission des députés, c'est donc de travailler sur les textes de loi et aussi de les voter. Alors à peu près tous les partis présentent des candidats à ces élections qui sont très importantes aujourd'hui, et évidemment l'objectif c'est d'avoir le plus de sièges possible à l'Assemblée. Alors si en l'occurrence un parti a au moins 289 sièges, c'est qu'ils ont la majorité absolue. Donc là typiquement si la République en marche, donc le camp d'Emmanuel Macron et son alliance arrivent à obtenir 289 députés, pour eux c'est banco, c'est la meilleure chose, c'est-à-dire qu'après ils vont pouvoir passer très facilement toutes leurs lois pendant les 5 années à venir a priori. Par contre il y a d'autres situations qui sont possibles. Par exemple, il peut y avoir une situation où la République en marche et son mouvement arrivent en tête, mais ils n'ont pas assez pour avoir 289 députés, et donc pour passer sans problème leur loi, ça pourrait les pousser à avoir des alliances, à former des alliances avec d'autres partis pour obtenir donc cette majorité absolue. Et puis l'autre cas de figure, et là c'est un cas de figure qui a été beaucoup avancé et évoqué par la NUPES, donc l'alliance politique menée par plusieurs partis de gauche, mais menée par Jean-Luc Mélenchon. En effet, le camp de Jean-Luc Mélenchon a beaucoup fait campagne en disant que Jean-Luc Mélenchon pouvait devenir Premier ministre. Quel est le rapport entre les législatives et le Premier ministre? Je le rappelle, c'est très simple. Si un parti obtient une majorité et qu'il est du camp opposé au président de la République, le président de la République est obligé de nommer un Premier ministre qui est issu de ce camp, donc potentiellement Jean-Luc Mélenchon, et donc ensuite ce serait Jean-Luc Mélenchon qui pourrait former son gouvernement et ainsi faire passer un certain nombre de lois qu'il souhaiterait. Et ce fonctionnement-là, donc avec un président d'un camp et une assemblée et un gouvernement d'un autre camp, c'est ce qu'on appelle donc une cohabitation. On notera au passage que ce système de vote, il est assez critiqué, notamment car pour certains, il n'est pas assez représentatif de la population. Et pour bien comprendre, on peut prendre l'exemple du Rassemblement national. Malgré ses bons scores ou très bons scores aux élections nationales, par exemple, lors de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen qui s'est qualifiée au second tour et qui même au second tour a fait un score important, le parti a toujours eu très peu de députés aux élections législatives. Par exemple en 2017, Marine Le Pen est allée au second tour de la présidentielle, vous le savez, mais son parti n'a eu que 8 députés sur 577, et tout ça est dû à plusieurs choses. Alors c'est dû à la répartition de l'électorat de Marine Le Pen au sein de la population et du territoire, mais c'est aussi dû au fonctionnement de l'élection tel qu'il est, qui a tendance à être défavorable, sans rentrer dans les détails, mais à Marine Le Pen et au
Rassemblement national. Bref, on aura donc les résultats de ce premier tour dimanche soir à 20h. Évidemment, je vous tiens au courant sur tout ça. On en parlera aussi sur YouTube, aussi sur Instagram dès 20h pile avec les résultats sur notre compte Instagram. N'hésitez pas du coup à nous suivre notamment sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. On poursuit avec le sujet à la une aujourd'hui. Aux États-Unis, une commission d'enquête a rendu ses conclusions ce vendredi concernant l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Et en l'occurrence, eh bien, la responsabilité de l'ancien président américain Donald Trump est clairement pointée du doigt. Certains parlent même de tentative de coup d'État de la part de Donald Trump. On va essayer de comprendre donc ensemble tout ça. Alors, vous vous souvenez sûrement de ces images, c'était il y a 1 an et demi, quelques semaines après la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. Des centaines de supporters de Donald Trump, qui est encore président à l'époque, s'étaient introduits dans le Capitole à Washington DC, un lieu hautement symbolique puisque c'est là qu'on retrouve le Parlement américain dans lequel se déroulait un vote pour certifier l'élection et la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Des centaines donc de supporters de Donald Trump s'étaient rués vers le Capitole de Washington. Certains affichaient une volonté d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden et rejetaient en fait plus largement les résultats de cette élection présidentielle qu'ils accusaient de fraude. Les images à ce moment-là avaient fait le tour du monde, vous l'aviez peut-être suivi avec moi en direct sur ma chaîne Twitch et en l'occurrence, eh bien, ces images avaient énormément choqué et avaient eu des conséquences importantes. 5 personnes, dont un policier, sont décédées lors de ces émeutes. Si on en reparle donc aujourd'hui, c'est parce que la commission qui était chargée d'enquêter sur ces événements et qui est composée de 5 élus démocrates, donc du camp de Joe Biden, et 2 élus républicains, donc plus du camp de Donald Trump, vient de rendre ses premières conclusions et les élus en fait ont entendu plus de 1000 témoins et passé en revue 140 000 documents. L'une des conclusions principales de cette commission, c'est la suivante: Donald Trump était bien au centre selon eux eh bien, de ces événements-là et Benny Thompson, le chef de la commission, a même utilisé le terme de tentative de coup d'État. Ils estiment donc que Donald Trump aurait voulu tenter eh bien, de se maintenir au pouvoir via notamment ces événements et d'ailleurs même Liz Cheney, qui est une élue républicaine, donc quand même du camp de Donald Trump, a déclaré que l'ancien président avait, je cite, convoqué la foule et, je cite, allumé la mèche de cette attaque. Alors un certain nombre d'images inédites de ces violences ont été diffusées lors de cette commission et dans une vidéo de 9 minutes, on voit notamment 300 membres des Proud Boys, donc un groupuscule d'extrême droite, positionnés devant le Capitole dès 10h du matin, soit bien avant donc la prise de parole de Donald Trump, ce qui montre donc qu'il y avait quelque chose d'organisé au-delà du discours de Donald Trump. Et on a également appris que Donald Trump n'avait pas convoqué la garde nationale, donc cette force militaire de réserve américaine déployée normalement pour venir épauler la police en cas de besoin. Et cette force donc n'avait pas été déployée alors que les violences avaient déjà commencé au Capitole. Alors de son côté, Donald Trump continue encore aujourd'hui de dénoncer une élection volée selon lui, et ce alors que l'ancien ministre de la Justice Bill Barr a déclaré qu'il avait assuré à Donald Trump qu'il n'y avait pas de preuves de fraude massive aujourd'hui. Bref, voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui. Il devrait y avoir d'ailleurs d'autres éléments de cette commission dans les prochains jours. Évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. On continue avec les actualités en bref. D'abord, cette première information: plusieurs responsables ont été interrogés ce jeudi par la commission des lois du Sénat concernant en fait l'organisation chaotique qui s'est déroulée au Stade de France il y a quelques jours. L'organisation donc de la finale de la Ligue des champions de football masculine qui opposait donc eh bien, le Real Madrid et Liverpool, donc le club anglais. Tout ça avait mené donc à des grands débordements et l'utilisation notamment par la police de gaz lacrymogène pour disperser les supporters qui essayaient d'entrer. Alors parmi les personnes qui étaient interrogées, il y avait notamment le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui a reconnu un échec dans l'opération eh bien, d'organisation et de maintien de l'ordre, mais qui a assumé avoir utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule par moment. Mais cette audition a aussi permis d'apprendre que eh bien, les images de vidéosurveillance autour du stade ont été automatiquement détruites puisque eh bien, personne ne les a réclamées au bout de 7 jours, dans les 7 jours en fait, qui ont suivi la finale. Autre nouvelle assez particulière, la RATP et la SNCF ont également affirmé aux Parisiens que la vidéosurveillance de la journée et de la soirée du 28 mai, donc du soir du match, ont été là aussi automatiquement supprimées 72 heures après. Autrement dit, eh bien, ces vidéos-là auraient pu être forcément très intéressantes pour comprendre exactement ce qui s'est passé, mais elles sont donc automatiquement supprimées au bout d'un certain
printemps et là elles n'avaient pas été réclamées. Bref, les clubs du Real Madrid et de Liverpool ont appelé leurs supporters victimes d'infractions ou alors qui n'ont pas pu rentrer alors qu'ils avaient un billet, etc., à porter plainte en ligne. Bref, on verra donc ce qu'il en est, mais ce qui est sûr, c'est que cet épisode au Stade de France a pas mal terni l'image de la France en matière d'organisation de compétitions et notamment sportive. Deuxième information qui n'a absolument rien à voir, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance, qui compte près de 90 millions d'utilisateurs, est accusée de blanchiment d'argent, donc de cacher la provenance donc d'argent sale. Ça fait suite à une enquête de l'agence de presse Reuters. En gros, pour faire simple, Binance aurait blanchi 2,35 milliards de dollars via des transactions en crypto-monnaie entre 2017 et 2021, soit donc avant que Binance applique des mesures pour lutter justement contre le blanchiment d'argent. La plupart de cet argent serait issu notamment de piratage ou encore de vente illégale de médicaments. Alors de son côté, Binance s'est défendu en disant que, eh bien, ils essaient de faire au mieux en gros et que les cryptos étaient une innovation assez nouvelle et qu'il fallait du temps pour réguler tout ça. On suivra donc ça et on verra si ça a un impact sur son autorisation en France. Alors il y avait un débat hier et c'était le suivant. Pensez-vous qu'Elon Musk va vraiment racheter Twitter? Et vous le voyez avec les résultats, vous êtes très partagé et en même temps effectivement c'est pas vraiment un débat, c'est plus un pronostic déjà, donc c'était un peu bizarre comme débat et puis voilà, vous êtes partagé, je sais pas quoi dire de plus. Pas de débat aujourd'hui, du coup ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Je le redis, ce week-end c'est donc un week-end de vote dimanche pour le premier tour des élections législatives. Je vous mets toutes les informations directement en description. On se tiendra au courant du coup notamment sur Instagram pour les résultats. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.